Bonsoir et bienvenue dans ce magazine de dimanche. Ce soir, Prince Kinana Silumbanza, notre invité, avec lui on discute sur quelques points qui ont retenu notre attention au courant de la semaine. Bonsoir Prince Kinana et bienvenue. Bonsoir estimé Sylvain Malanda, je suis très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un bon bout de temps que vous n'êtes plus présenté. Alors quoi de neuf? Nous étions un peu en déplacement. Vous savez, la CRD est un parti politique qui se bat pour accompagner le chef de l'État. Nous visons donner au chef de l'État, lui offrir la majorité parlementaire. Alors, il y a un travail de fond qui s'est fait déjà en prélude des élections qui arrivent. C'est comme ça qu'on était dans le Congo natal du président Bosso pour remobiliser, refidéliser encore tous ces Congolais qui ne jure que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Convention pour la République et la démocratie de l'honorable Christophe Moussou-Koudjampouanga, président de l'Assemblée nationale. Alors, sûrement que vous avez vu également une information en rapport avec la démolition de certains sites. De quoi il s'agit finalement dans cette Je suis très écœuré, ému d'ailleurs, déçu. J'en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État, parce que près de 20 000 Congolais passent la nuit à la Belle Étoile. Nous sommes dans la commune de Lancelé, dans les quartiers Kindobo, qu'on appelait village Kindobo, derrière les mausolées du fait sphinx délimité et du Wamulumba. Un proche de Boudimbu, appelé M. Etambe, s'est déclaré être propriétaire de plus de 56 hectares de ces villages Kindobo, de ces quartiers, ne détenant que comme pièce justificative une décharge qu'il aurait hérité de son défunt père, qui date depuis 1992. C'est à base de cette décharge qu'il est venu démolir, d'abord déguerpir ces Congolais, Manu Militari. Ils ont pillé, volé même de biens des petits citoyens, et il va se ramener accompagné avec la police, avec la police militaire communément appelée PEM, avec la garde républicaine aussi, pour démolir plus de 500 maisons. Sans préavis, bien sans préavis, oui. Allant même des guerpilles de Congolais qui possèdent des certificats d'enregistrement. Or, selon la loi foncière, dans son article 218, il est prévu qu'on ne peut pas attaquer un titre foncier qui date de plus de 2 ans. Il y a des ceux qui sont propriétaires depuis 1996. J'ai vu une vieille maman pleurant, disant que Boudimbo était comparable aux ADF. C'est un crime foncier. C'est pas ça sous les régimes Tshisekedi qui ne jure que sur l'état des droits. Et voilà pourquoi nous en appelons à l'implication du président du conseil de magistrature, le président de Denis Kamoleta, que pour traquer ces magistrats véreux qui rendent de tels jugements, jetant des Congolais à la Belle Étoile, des mamans, ils ont leurs documents, ils sont en ordre, 56 hectares, ils sont frontaliers de la rivière Rompoué à côté de cette Kikouni, et puis de Vital Caméré. On ne comprend pas. Donc, nous en appelons à l'implication personnelle du chef de l'État. Très bien, je crois pour ça, et que M. Boudimbo revienne et son proche Etambe rentre à la raison pour que les Congolais retrouvent. Je crois qu'on pourra s'étendre là-dessus dans notre prochaine édition. Dans l'entretemps, je rappelle que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était à Belém, au Brésil, du 8 au 9 août, pour participer à un sommet important parlant de la préservation des forêts du Sud. Image de commentaire. Dans son grand oral de 12 minutes, le président Félix Tshisekedi a démontré que la République démocratique du Congo revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en ce qu'elle représente. Tout comme les pays de l'espace amazonien, l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. Chiffre à l'appui, le président Félix Tshisekedi a expliqué que les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riches et endémiques qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêt amazonienne. Les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riches et endémiques. Elles jouent un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêt amazonienne. En effet, la République démocratique du Congo est le 2e massif forestier du monde.
Avec ses 155 millions d'hectares de forêt qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national, mon pays représente à lui seul près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des forêts africaines et environ 60% de celles du bassin du Congo. Le massif forestier de la République démocratique du Congo séquestre également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont les 3/4 sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. À cet énorme massif forestier s'ajoutent de vastes étendues de tourbières couvrant environ 101 500 km² du territoire national. Son atout principal demeure sa capacité d'absorption de carbone qui se chiffre à près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 30% des émissions mondiales. Pour le président Félix Tshisekedi, le sommet élargi de ce jour vient agrémenter et mettre en lumière le pas décisif marqué par la République fédérative du Brésil, la République d'Indonésie et la République démocratique du Congo, qui, à travers l'adoption d'une approche globale et collaborative, ont abouti le 14 novembre 2022 à Bali à la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique BIC en sigle entre les trois pays précités. Voilà, on reste dans ce chapitre pour dire que le chef de l'État a été devant la diaspora congolaise, question de leur assurer sur le bon rapport entre les différents États grands forestiers du monde. C'est désormais officiel. Le président du Brésil, Lula da Silva, et son homologue de l'Indonésie seront à Kinshasa autour du président Félix Tshisekedi avant la fin de ce mois d'août. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a confirmé lui-même devant les Congolais vivant au Brésil. Les dirigeants des trois grands bassins forestiers du monde ont décidé de coaliser leurs efforts dans la sauvegarde de leurs forêts au moment où les regards et espoirs de la planète reposent sur ces trios. C'est une victoire diplomatique importante pour la RDC qui est hissée au devant de la scène internationale. Leader naturel du bassin du Congo avec ses 1 500 000 hectares de forêt dense, son sol et ses rivières, la forêt équatoriale congolaise donne plus d'assurance que l'Amazonie dont la déforestation prend des proportions inquiétantes. Au cours de cet échange d'une heure avec ses compatriotes, le chef de l'État a confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles en décembre de cette année et fait part de sa détermination à conduire ce processus jusqu'à son aboutissement. Commentant les jeux de la francophonie, le président de la République s'est félicité une fois de plus de la réussite de ce grand événement international du monde francophone qui a permis à la RDC de présenter une autre image du pays malgré toute l'hostilité autour de l'événement. Devant ses compatriotes, Félix Tshisekedi a retracé les efforts entrepris par lui pour redresser le pays. De la lutte contre les antivaleurs à la coopération sud-sud, rien n'a été oublié. Le des 145 territoires reste le levier pour lutter contre la pauvreté en milieu rural, a dit le président de la République. Au sujet de la coopération sud-sud, le président Tshisekedi s'est réjoui des nouvelles perspectives de la coopération bilatérale avec le Brésil. Les infrastructures, le transport aérien, l'électricité, l'agriculture sont des domaines de la relance de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brasilia. À l'issue de la clôture du sommet de Belém, le président Tshisekedi sera reçu en tête-à-tête par son hôte Lula da Silva. Audience accordée par le chef de l'État au ministre indonésien de l'Environnement, par le chef de l'État, comme je l'ai dit, au menu du jour, la préservation des forêts. Image commentaire. Après avoir abrité le 9e jeu de la francophonie, Kinshasa sera au cœur de notre grand événement planétaire à la deuxième quinzaine de ce mois. La capitale de la République démocratique du Congo va abriter le premier sommet trilatéral sur les trois grandes forêts tropicales du monde. La confirmation a été donnée par le ministre indonésien des investissements et affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, à l'issue de l'audience lui accordée ce mardi à Belém par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le même sujet sera aussi au centre du tête-à-tête prévu ce mercredi entre le président Félix Tshisekedi et son hôte Lula da Silva. Ce sommet de Kinshasa va réunir autour du président Tshisekedi le chef d'État du Brésil, Lula da Silva, pour les comptes de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie pour les comptes du bassin Bornéo-Mekong. Avec leurs trois grands bassins forestiers, ces trois pays se présentent comme la solution mondiale au problème planétaire du réchauffement climatique. Depuis novembre 2022, les trois pays ont décidé de
de travailler en synergie et parler d'une même voix sur la sauvegarde de leur pays et favoriser le développement de leur population qui vivent de ces forêts. Le ministre indonésien a confirmé la participation de son pays et la détermination des 3 pays à faire un front commun, à partager d'expériences et travailler ensemble pour la sauvegarde de leur forêt tropicale. Poumon de l'humanité et trouver une juste compensation en faveur de leur population. Le sommet de Kinshasa va mettre en lumière le bassin du Congo, 2e du monde après l'Amazonie et dont plus de 60% couvrent le territoire national de la RDC. Avec la déforestation accélérée de l'Amazonie, le bassin du Congo est en passe de prendre la première place de ce trio. Ce même mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis. Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan s'est entretenu avec le chef de l'État sur le projet du port en eau profonde de Banana en cours d'exécution. Le ministre émirati a réaffirmé la détermination de son pays à conduire à terme ces méga projets. Voilà, parce qu'il en a sur vous, hein. On a vu le chef de l'État, n'est-ce pas, au sommet de Belém, au Brésil. On a réuni 3 États importants qui regorgent des hectares et des hectares, je veux dire, de forêts, dans le cadre de la préservation écologique. Il faut quand même dire que la RDC occupe, je veux dire, la 2e place par rapport à la grandeur de cette forêt. Mais on a comme l'impression que le résultat tarde à venir. C'est-à-dire les dividendes, finalement, de ce réchauffement climatique que nous sommes en train de supporter, semble ne pas toujours être à l'ordre du jour ici, n'est-ce pas, au pays. Comment comprendre finalement cette approche de réchauffement climatique et de l'apport de la République démocratique du Congo dans ce cadre-là? Il nous manquait un bon lobbying pour que depuis de déjà qu'on puisse bien bénéficier de ce que nous regorgeons comme capacité forestière à pouvoir engorger ces déchets qui sont pollués de pollution, qui sont produites par le pays industrialisé du monde. Vous savez, nous comptons près de 5 millions d'hectares. Le chef de l'État, en très bon diplomate, est en train d'aller manager pour que nous puissions bénéficier de cela. C'était presque en 2016 qu'on bénéficiait de 200 millions comme gage de ce que nous pouvions gagner en récompense de ne pas aller couper les arbres, de ne pas déforester nos forêts et garder ces massifs forestiers que nous détenons. Et il a fallu que Félix vienne pour que nous puissions être déclarés pays solution en 2021. Et là, la RDC est en train de bénéficier en termes économiques de près de 500 millions. Il s'est bas. Il y a eu le COP 27 qui s'est tenu à Kinshasa. C'est dans cette optique. Donc il nous manquait quelqu'un qui puisse aller vendre le pays. On possédait, oui, cet actif près des 155 millions d'hectares. Nous étions le 2e poumon mondial en termes écologiques. Mais qu'est-ce que le Congo bénéficiait? On bénéficiait de rien parce qu'il n'y avait personne pour parler du Congo. Maintenant que lui est là, il se bat coréennement, il ne se repose pas pour aller vendre ses pays, pour aller parler de ce que nous puissions bénéficier en retour par rapport à la sauvegarde que nous accordions à notre massif forestier. Les Congolais attendent que cela puisse entrer dans l'actif du budget national pour que nous puissions tous en bénéficier. 500 millions, c'est pas, en fait, par rapport à l'activité que mène le massif forestier congolais, il faut quand même dire que 500 millions, c'est peu par rapport à ce qui est proposé dans le monde, parce qu'on parle de près de 100 milliards de dollars qu'il fallait à tout prix déverser pour contenir finalement ce réchauffement climatique. On voit certains pays à l'étranger, comme l'Occident, en train de brûler la sécheresse qui finalement s'étend à des vastes étendues, et on a peur, finalement, on a peur que cela ne soit pas pris en, comme on dit chez nous, pris en considération. C'est-à-dire que dans le jour qui vient, on peut également nous connaître, n'est-ce pas, ces dégâts, n'est-ce pas, environnementaux qui s'annoncent déjà. Est-ce que vous ne pensez pas que nous n'avons pas une politique environnementale efficace pour
contenir tous ces dégâts qui pourraient arriver également en Afrique et chez nous en RDC? C'est peu, oui, mais il fallait déjà commencer quelque part parce qu'en 2016, il faut rappeler qu'on bénéficiait de 200 millions. Les Rwandais, d'ailleurs, bénéficiaient plus que nous. L'Afrique du Sud aussi, même le Congo-Brazza. Mais il a fallu que Félix vienne pour que les lignes bougent. Le réchauffement climatique a commencé, ses effets majeurs, c'était depuis 2010 qu'il y a eu l'effondrement des glaces au niveau du pôle Nord, ce qui créa des inondations au niveau de ces pays qui sont au pôle Nord du globe terrestre, le Japon. Et pour éviter cela, il fallait conserver les forêts. Et nous ne pouvons pas en pâtir de ce que font les autres. C'est en contrepartie, on devait nous compenser financièrement pour pouvoir préserver ce patrimoine mondial. Voilà pourquoi il a fallu quelqu'un qui puisse mener ces lobbying. C'est comme ça que le chef de l'État ne se repose pas. Nous félicitons d'ailleurs aussi les prouesses de madame la ministre de l'Environnement, madame F. Bazaïba, qui se bat aussi aux côtés du chef de l'État pour aller faire prévaloir la République. C'était d'ailleurs ensemble avec l'Égypte qu'on avait martelé pour que les COP27 se tiennent ici. Ça aurait dû se tenir à l'Égypte pendant. Donc la RDC a toujours occupé une place de choix au Conseil des Nations, mais on ne bénéficie jamais de cela, soit par mauvaise foi. Par rapport au lobbying, par rapport au management. Je parle du point de vue interne, c'est-à-dire on a comme l'impression qu'on ne prend pas compte des dégâts environnementaux qui se font dans le monde. Nous sommes certes en Afrique ou au Congo, mais nous sommes dans une crasse, nous sommes engloutis par des déchets toxiques importants, sans pour autant se rendre compte que nous pouvons également, nous, dans les années ou dans les heures qui viennent, vivre également les mêmes dégâts que vivent certains pays déjà dans le Nord. C'est comme ça que c'est en prélude de cela qu'il y a des sommets qui s'organisent, des ateliers de formation pour avertir les écologistes qui doivent aussi venir les retransmettre au sein de la population. Parce que ce sont la plupart de nos provinces qui occupent ces bassins du Congo, ce sont des provinces agro-pastorales. Ils ne vivent que de ça. Mais il faut d'abord leur interdire de ne pas aller déboiser les forêts, et en contrepartie, qu'est-ce qu'elles bénéficient? C'est-à-dire qu'il faut recadrer les choses pour qu'à l'interne, nous puissions savoir comment gérer ces déchets toxiques. Ça peut aussi nous arriver, nous sommes pays solutions aujourd'hui, mais demain, cela peut aussi nous arriver, mais cela passe par des formations. Mais ces formations ne peuvent pas venir que lorsqu'il y a des tels sommets, des grandes envergures qui se tiennent au pays, comme ça s'est tenu au Brésil, et en contrepartie, il faut venir à du Congo pour que, à notre tour aussi, nous puissions bénéficier de cela. Nous remercions l'État de ces lobbying et nous en appelons à une éducation environnementale d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut assainir notre environnement, ça il faut le dire. C'est l'éducation environnementale qui nous manque, qu'on voit même comment il faut insérer cela dans les programmes d'éducation nationale au niveau de l'EPST. Ce sont des choses qu'il faut apprendre de les bases déjà, comme on a créé avec les SEM, ou aussi l'éducation à la vie. On peut créer aussi cette éducation environnementale pour que les Congolais, nous puissions cultiver cette culture d'assainissement de nos milieux, pour que nous puissions nous épargner des sévices. Voilà, donc on en dira toujours plus, parce que bon, il faut dire que la RDC, Kinshasa, c'est parmi, je dois dire, le coin le plus sale du monde, hein, ça il faut quand même le reconnaître. C'est vraiment un cri d'alarme et que nous lançons également aux autorités. On prend notre point. Cela fait partie de l'incivisme et de la population aussi, des autorités. Ce sont les autorités qui doivent donner l'impulsion quand même pour cela. C'est parmi le méfait de la démocratie. Nous souffrons. Il y a parmi plusieurs méfaits de la démocratie, il y a ce libertinage qu'a cultivé les Congolais pour ne pas travailler. Il attend à ce que les autorités fassent plus pendant qu'eux croisent les bras. Mais nous ne sommes plus... On a un gouverneur de la ville qui semble avoir beaucoup de difficultés par rapport à l'assainissement de la ville. Vous savez, ça il faut le dire. Je n'ai jamais partagé le bilan de gestion de M. Ngobila. Du côté assainissement, Ngobila nous a vanté Kinbopeto pendant que la ville est en train de redevenir de plus en plus sale. On coupe les arbres partout et tout, on n'en tient pas compte. Alors, on parle certes de réchauffement à l'extérieur, mais sur nous-mêmes aussi, nous provoquons certains dégâts qui pourraient dans le jour qui viennent nous engloutir, mais également on le voit que avant qu'on puisse couper les arbres, il faut une autorisation. Nous avons des inondations à chaque fois qui pleut à Kinshasa, donc on n'en tient pas compte. Donc il y a plein de programmes à vie claire qui pourraient nous aider, n'est-ce pas, à contenir certains dégâts qui pourraient arriver dans le cadre toujours de l'assainissement de l'environnement. Voilà, on va peut-être ça demande une responsabilité à chaque niveau. Au niveau national, comme les chefs de l'État et la ministre de l'Environnement se battent pour ça, au niveau provincial, ils doivent aussi prendre des précautions idoines pour éviter que
que cela puisse impacter ce pays qui est un pays solution. Voilà. Quel est le programme environnemental de la ville-province de Kinshasa? C'est ça la question. Il faut une bonne politique managériale de gestion sur le plan environnemental pour nous éviter cela. C'est toujours des discours et des intentions, mais sur le plan pratique, c'est-à-dire qu'on est encore très loin, de la réalité. Bon, puisque tu parles de cette réalité, n'arriver qu'avec la théorie. Ah ben, bien sûr. Qui est pratique, il faut d'abord penser quelque chose. C'est pour ça qu'on nous a donné la parole pour exprimer nos pensées. Nous en appelons à une responsabilité à chaque échelon. Si tout le gouvernement pourrait prendre l'élan ou cet amour du pays qui réveille les chefs de l'État fait ça dans Chilombo, beaucoup de choses vont changer. Il faut dire qu'il y a eu une ville aux États-Unis, je crois la ville d'Hawaï, qui vient à peine d'être calcinée, je veux dire, et avec des dégâts terribles. Il y a également des non-hésites, tout ça, des inondations partout. Donc moi je crois qu'il faut vraiment qu'on en parle, qu'on fasse des émissions par rapport à l'environnement. Voilà pourquoi il faut conserver qu'on prenne quand même, je veux dire, le dégât environnemental qui s'annonce. Planter des arbres, voilà. Planter encore, reboiser pour nous prévenir de ces dégâts. Très bien, on prend, parce qu'on parle des autorités, on prend un point qui parle de la publication provisoire, une liste de députés, de candidats députés nationaux par la CENI. Marche commentaire. Les listes provisoires des candidats députés nationaux ont été rendues publiques ce vendredi 11 août par le président de la Centrale électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. 66% des partis politiques et regroupements politiques ont atteint le seuil exigé par la loi dans ces registres. Quelques partis et regroupements dont l'AFDC, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et beaucoup d'autres. À cet effet, sur 28 791 de candidatures reçues par l'institution de Denis Kadima, 24 295 ont été jugées conformes, 23 295 recevables et 642 sont irrécevables. Dans ces registres, l'on note 3 957 femmes et 155 indépendants. Après avoir publié ces listes provisoires, l'administration électorale a ouvert ses portes pour les dépôts des recours pendant 5 jours. Une fois terminé, la Cour constitutionnelle aura à statuer et délibérer en 10 jours. Seuls sont ainsi éligibles au scrutin dans toutes les circonscriptions électorales les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité tel que repris à l'annexe 1 de l'article 2 de la présente décision. Article 4. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Il a été signalé lors de cette publication au siège de la CENI, plusieurs partis politiques n'ont pas atteint le seuil que la loi électorale exige. Dans ces lots, à titre d'exemple, l'on peut citer les cas de partis, travaillistes, le FONUS, les PALOU et beaucoup d'autres. On reste dans le même chapitre pour parler de quelques partis et regroupements politiques qui ont atteint le seuil en vue de participer à ces élections qui arrivent. 473 candidats députés alignés à la députation nationale par le mouvement de libération du Congo ont été validés par la Commission électorale nationale indépendante, soit 98% seuil atteint. D'après les résultats publiés vendredi 11 août par la CENI, on compte 66 structures politiques dont 11 partis politiques et 55 regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité et qui devront concourir à la députation nationale. À part le MLC qui occupe la tête du peloton, il y a également l'UDPS Tshisekedi qui vient en deuxième position avec 459 candidats, suivi de l'ALDEC de la gouverneure ad intérim de Lualaba avec 453 candidats. C'est le trio sur le podium. Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi vient en quatrième position avec 449 candidatures validées. Il est suivi des LGD d'un autre opposant, Augustin Matata Pogno, avec 383 candidats. L'envol des députés nationaux de l'opposition
Délice Sanga obtient aussi son billet au concours avec 333 candidats validés. C'est le cas des nouvel élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito en 7e position avec ses 301 candidats. A7 vient en 8e position avec 291 candidats. Puis l'alternance citoyenne en 9e position avec 291, alors que le Congolais unis pour les changements occupe la 10e position avec 290 candidats et le mouvement social lumumbiste qui boucle la liste de 11 partis avec 284 candidats. Du côté du regroupement politique AFDCA, de Modeste Bahati Lukwebo passe en tête des listes de 55 sur 78 ayant atteint le seuil de recevabilité, affichant un total de 479 candidats. Il convient de relever que, contrairement au seuil requis de 300 candidats recevables par liste, la CENI a abaissé la barre du seuil à 290 candidats en tenant compte des 16 sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales en état d'insécurité. Pour Denis Kadima, président de l'administration électorale, son institution pourrait organiser l'enrôlement des électeurs dans les 3 territoires concernés par la violence pour autant que les conditions de sécurité soient rétablies d'ici la tenue des scrutins en décembre. Dans cette hypothèse, seul le parti et regroupement politique ayant atteint le seuil de recevabilité initiale seront autorisés à aligner les candidats supplémentaires dans ces 3 circonscriptions électorales, notamment le Rutshuru, le Kwamut et le Massissi. La publication des listes définitives par la CENI interviendra le 5 septembre 2023 après les arrêts de la Cour constitutionnelle en rapport avec les recours en contestation des listes de candidatures. Kinona Silumbanza, je reviens à vous. Tout à l'heure, là, c'est des partis politiques et regroupements qui ont atteint le seuil de recevabilité. Il faut quand même dire que, bon, certes, avec toutes les critiques de l'opposition, on a comme l'impression que finalement la CENI avance et nous sommes déjà dans la publication des listes provisoires des députés nationaux. Nous sommes déjà également dans le recrutement des candidatures pour les députations provinciales. Est-ce qu'on peut vraiment croire à la bonne tenue de ces élections? Il n'a jamais existé d'opposants en République du Congo. Il n'y a que des frustrés, des regrettés du pouvoir, ces nœuds-là, des gens qui nous pondent que des déclarations infondées et illogiques, non constructives d'ailleurs. Kadima a administré encore une autre leçon. Je l'ai toujours dit, c'est l'unique expert en matière électorale. Il maîtrise très mieux tout ce... L'unique en ces moments, parce que lui qui est en train de diriger à la destinée de tout un peuple pour aller nous choisir, ses dirigeants, selon l'esprit de l'article 5 de la Constitution. Denis Kadima ne fait que respecter ce qui est requis. Nous félicitons ces partis politiques et ces regroupements qui ont atteint les seuils. C'était d'ailleurs la première des conditions requises pour qu'on puisse retenir vos listes et aller concourir aux élections. Donc nous en félicitons. La CRD qui est allée en regroupement politique AACRD et AARCRD a aussi atteint les seuils. Et d'abord le cartel même des regroupements des partis politiques. Donc vous également vous avez le seuil. Les 6 regroupements du cartel de Christophe Mbosso ont atteint les seuils. Dans les partis aux élections. Nous allons participer aux élections. D'ailleurs, comment voulez-vous que un regroupement du président de l'Assemblée nationale lui-même qui connaît les manœuvres là où on était en train de faire la cuisine, il sait quelles sont les conditions requises. Il fallait d'abord élaguer. Il n'a pas influencé finalement la démarche. Il n'y a pas eu question d'influence parce que vous savez, plusieurs de ces partis politiques qui n'ont pas atteint les seuils ont fait un mauvais travail en amont par rapport à leur cellule électorale dans chaque parti politique. Parce que les partis organisés ont mis au point ou en place une cellule électorale qui était chargée de scruter chaque dossier de candidats pour constituer une liste devant déjà il fallait déjà faire ces calculs de responsabilités au niveau de chaque parti politique, au niveau de chaque regroupement. Christophe Mbosso, c'est un vieux singe, un vieux sage d'ailleurs. Il compte près de 50 ans de vie politique sur la scène politique congolaise. C'est un cursus honorum, comme j'aime toujours le dire. Il n'a rien à apprendre. Il n'a fait qu'exécuter. Oui, les candidatures, il faut dire, oui, on a plus de 20 000 candidatures députés nationaux pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas que c'est quand même trop de la part des candidatures? Vous ne pensez pas? Mais trop, on dirait que c'est ça même l'avantage ou la beauté de la démocratie, accorder plus de chances à tout le monde de pouvoir concourir à ces postes-là. C'est là aussi est dû à la multiplicité de multiples
multipluralité de partis politiques. Nous comptons près de 900 élus partis politiques. Plus même. Il faut qu'attendre seulement à ces chiffres-là. D'ailleurs, c'est moins. Par rapport aux partis attendus, il y a de ceux-là qui ont déclaré forfait, comme le PPRD, qui n'a jamais été élu. Comme on va en parler. On va en parler. Il y a aussi Fouloulou, il y a de ces partis-là qui, par manque de moyens, la nouvelle loi électorale nous a permis à ce que le parti, les micro-partis qui sont bités par des contraintes logistiques et financières étaient obligés de se constituer à des grands ensembles. C'est comme ça qu'on voit que la différence, c'est que cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de regroupements politiques que de partis politiques qui vont concourir. Donc nous donnons la chance et nous félicitons ces partis qui ont intéressé. On a enrayé le parti de Lengankoy, de Bruno Chibala, de Steve Mbikaï, qui vont peut-être pas participer à ces élections, à ce niveau-là. Mais bref, bon, on se pose des questions par rapport à la qualité des âmes politiques que nous devons avoir, parce que bon, ça fait maintenant 4 cycles électoraux, nous avons comme l'impression que les niveaux des politiques congolais posent problème. On y va simplement pour des raisons de gain, c'est-à-dire de raisons financières, de gagner de l'argent, 21 000 $, mais en compte, on n'a pas grand-chose de la part des hommes politiques. Le pays ne fait que se fondrer. Rayé par qui? Parce qu'il y a toujours eu certaines conditionnalités. Je parle de Chibala et Olengankoy. Si leurs partis politiques n'ont pas rempli ces critères ou ces conditions pour être retenu provisoirement, attendant l'arrêt de la Cour pour qu'il y ait publication des listes définitives, il y a les droits des recours qui est reconnu, ils ne peuvent pas. On parle de la qualité des hommes politiques que nous avons. Pour la qualité des hommes politiques. On réfléchit au fait à haute voix. Il faudrait d'abord commencer à pouvoir un critère de sélection au niveau de chaque parti politique. Ce sont des partis politiques qui présentent des candidats. Ces candidats qui deviennent ces politiques qui sont appelés à diriger, à gouverner. Donc au niveau de chaque parti, lorsque nous partons présenter des listes, il faut présenter des gens qui répondent aux critères prévus par la Alors comment comprendre finalement des grands partis politiques avec des leaders, mais qui ont pour suppléants, la plupart, n'est-ce pas, je ne dis pas tout le monde, la plupart ce sont leurs femmes, ce sont leurs enfants, ça devient finalement une gymnastique nationale, c'est tout le monde qui va de cette façon-là. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est déjà quelque part, je veux dire, une conspiration contre le peuple congolais qui attend beaucoup finalement de cette politique? Ce n'est pas une conspiration, la loi électorale d'abord ne l'interdit pas. Il y a eu un député... Mais c'est une fausse manœuvre quand même, il y a eu un député qui a voulu proposer à ce qu'on évite les proches ou les parents en suppléant. Et c'est tout le monde qui a refusé. C'est tout le monde qui a refusé par des la majorité. Et la moralité aurait voulu que lui-même prêche par l'exemple. Mais qui est sa première suppléante? C'est sa sœur. C'est ça, il aurait dû prêcher par cette manière de faire. Des fois, c'est par sécurité politique. Alors, vous savez, c'est pas tout le monde qui a la vocation politique. C'est ça les combles. Au niveau de l'Assemblée nationale, on reconnaît beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, le problème du Congolais, c'est le cœur de l'homme. Et c'est par sécurité politique que ces députés ne prennent que des proches comme suppléants. C'est pour sécuriser les sièges. La loi prévoit ce que... Est-ce qu'on y va pour sécuriser le siège ou on y va pour résoudre les problèmes du Congolais? Vous prenez, je vous en prie, vous prenez votre femme qui n'a pas la vocation politique, mais vous la mettez comme suppléante, ou votre frère, votre soeur, et par après, certes, bon, vous devenez ministre, comme l'avaient fait certains, je ne cite pas le nom, il faut suivre vos regards, il devient ministre, il donne à son fils tel poste. Finalement, on sent qu'à un certain moment, il y a une sorte de bannissement, n'est-ce pas, de l'élite congolaise, et on est en train d'assister, on appelle ça, excusez-moi, de prendre les photos, la théâtralisation de la scène politique. Ni le népotisme aussi. Vous savez, c'est pour sécuriser ce siège. Parce que lorsqu'un député est élu pour un mandat, il y a le peuple... Il y a des membres, des cadres du parti qui sont là. Des cadres du parti, oui. Mais un suppléant, c'est remplaçant. D'abord, il est aussi candidat comme le député parce qu'il doit remplir certains critères pour être retenu aussi. Il doit avoir un certain niveau. Donc, ils ont beaucoup vu, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale que ceux députés eux-mêmes ont vu qu'il fallait sécuriser les sièges. Quand ils font des campagnes, on ne voit
voit pas leurs femmes, leurs enfants, on voit les membres les suppléants sont appelés à accompagner les titulaires pour aller battre campagne. Les sièges leur appartiennent tous trois. Il faut pas dire les sièges appartiennent au parti, oui, mais c'est pour lui. Ce sont eux trois qui sont mandatés donc par toi, la tu es partie population. prenante ou Je ne condamne pas. Moi, je vais être dans la rationalité. Je ne condamne pas. Je donne un raisonnement qui est logique. Je me mets dans la peau de ces députés. Vous accepteriez-vous que des suppléants tuent les titulaires pour les remplacer? Quel est cet homme politique qui a été tué par son suppléant? Que les suppléants puissent détourner des sièges. On parle d'un exemple. Je vous en prie. Écoutez. Un exemple, un seul exemple. C'était des suppositions. Je sais, je connais le député qui en avait parlé. J'ai assisté à ces débats au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que la loi prévoit que lorsque un député exerce une fonction incompatible au mandat du député national, il est appelé à être remplacé par son suppléant. Mais lorsque cette fonction cesse, il peut récupérer son siège. Mais on a beaucoup vu de ces cas-là où il y a de ces suppléants qui ne veulent plus respecter ses engagements prévus par les constituants. Mais aussi et surtout lorsqu'en cas de décès, il est prévu que le titulaire ou sa famille bénéficie d'un certain pourcentage. Tu sais comment on appelle cette façon de faire? Tu sais comment on appelle cette façon de faire? Suppléants qui s'accrochent et qui ne veulent pas. Tu sais comment on appelle? Je te pose cette question. Les titulaires n'ont pas voulu céder à cette méthode de pratique pour s'exposer. Parce que la sécurité passe par-dessus tout. C'est de la politicaille. Non, ce n'est pas de la politicaille. Ça, c'est de la politicaille. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Des familles qui, je ne suis pas leur défenseur, mais je me dis. Je ne veux pas défendre l'indéfendable quand même. Ces membres de famille qui sont choisis par bon nombre de ces députés ou de ces candidats députés, ce sont de ceux-là qui mènent aussi une politique active. Très bien. Par exemple, un fils Mbosso qui travaille coréen dans le parti, s'il veut être candidat député ou qu'il veut être suppléant de Mbosso, qui ne puisse pas l'être parce que l'unique péché qu'il a commis, ça devient une monnaie nationale. À l'église, c'est la même chose. Je vous en prie. À l'église, écoute-moi. Vous avez beaucoup parlé, à l'église c'est la même chose, les pasteurs quand ils quittent, ils meurent sa fille, son fils, en politique maintenant, à quoi on assiste finalement? Bon, bref, c'est pas le débat du jour, hein. On prend un autre élément. C'est une question de mœurs, de moralité, de pratique, c'est le problème du cœur des Congolais qui ne frise plus confiance. Mais il y a même de cela, au niveau de chaque... Mais quand il s'agit des fonctionnaires de l'État, ils meurent, on meurt pas l'enfant. Au niveau de chaque parti politique, on prend le système élément, on prend le système élément. Et tout cas du parti, il est calmement. Mais lorsqu'il s'agit des avec qui il faut aller concourir comme suppléant, libre le choix de chaque candidat de se choisir qui prend comme suppléant. Ce n'est pas un péché et la loi ne l'interdit pas. Merci. Il faut également le faire pour le fonctionnaire de l'État quand il meurt, son fils ou sa fille ou sa femme remplace. Comme ça, on comprend la chose. Ok, le ministre de l'économie Vital Kamerhe par rapport à la conjoncture économique. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché des changes. Et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a eu d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur le prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, le prix reste pratiquement le même. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent le taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir, c'est-à-dire
nous acheter du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Donc nous allons suivre toute cette chaîne jusqu'au bout. Bon, voilà, c'était Vital Kamerhe qui parlait conjoncture. Prince Kinana, le dollar actuellement est à 24,25. Je veux dire, lui parle des 22, alors que sur le terrain, c'est pas vrai. On a comme l'impression que nous sommes en train de vouloir réinventer la roue ici dans ce pays. On a comme l'impression, on pose la question, est-ce que Vital Kamerhe est à sa place? Il est à sa place d'ailleurs, c'est l'homme qu'il faut même à cette place-là parce qu'il est docteur en économie. Moi, j'en appelle seulement l'applicabilité des textes et des lois de la République. L'article 70 de la Constitution reconnaît clairement le franc congolais comme l'unité même monétaire ou la monnaie qui est prévue comme unité de consommation de mesures dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais qu'est-ce que l'on voit? Nous voyons qu'en République démocratique du Congo, nous voulons dollariser les tout. Alors comme nous avons dollarisé les loyers, nous avons dollarisé l'achat de nos produits de vêtements, nous avons dollarisé le produit vivrier, il y a cette rareté de cette monnaie étrangère qui crée même la flambée. Même la fixation du prix du dollar, c'est là dépend et l'émanation de la Banque centrale qui est appelée d'ailleurs à fixer le taux de change. Même le change même de ces dollars-là doit s'effectuer uniquement que par la Banque centrale. Mais ce phénomène des cambistes qui nous vendent des illusions qui supputent à tout moment, les taux qui varient en genre et en nombre selon la commune auquel ils se rapportent, l'on ne comprend plus pourquoi. Nous en appelons à une application rigoureuse des textes et des lois. Vous allez voir que beaucoup de choses sont ça. Mais on a comme l'impression. Si nous lancer vers les secteurs de production, nous ne produisons pas. Nous n'avons que les secteurs miniers. Et lorsque ce secteur devient déficitaire, cela impacte sur l'économie nationale. Donc nous sommes appelés à mettre à profit les terres arables. Nous avons un docteur en économie. Nous sommes toujours impliqués à une économie extravertie. Donc nous disons vivement le projet de développement 145 territoires qui est appelé à désenclaver même le pays à travers des routes de ce qui va nous inonder en produits. Plus on va commencer à exporter, cela va nous ramener des devises. Mais comme on ne fait qu'importer, nous cherchons les devises pour aller acheter par exemple en Turquie, pour aller acheter en Chine, ça crée la rareté lorsqu'il y a un cher. C'est pour ça qu'on voit que le dollar est en train toujours de se fructifier. La loi de l'offre et de la demande, c'est ce qui nous frappe, mais Vital Kamerhe est à sa place. C'était une question par rapport à la personne de Vital Kamerhe, parce qu'on a comme l'impression que c'est plus le Vital Kamerhe qu'on a connu avant son jour, parce que bon, on avait un Vital Kamerhe pertinent, c'est percutant, mais on a comme l'impression que lui-même quand il parle, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Non, il faut comprendre, c'est un stoïcien. Il fait le stoïcisme, il veut s'adapter à la situation. Ça veut dire quoi le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est le fait de s'adapter à la situation auquel vous avez trouvé. Kamerhe a hérité d'une économie qui est toujours extraverti, il a hérité d'un tissu économique qui a été déjà dégradé. Ne vous attendez pas à ce qu'il devienne un Superman ou un Harry Potter qui va agiter une baguette magique pour changer on lui demande pas ça. En 1 mois ou en 3 mois. On lui demande pas ça. Mais on a besoin des signaux intelligents. On a besoin des signaux, n'est-ce pas, indicateurs qui permettraient quand même qu'on puisse entrevoir une sorte d'ouverture économique. Mais jusque-là, on est en train de voguer, de voltiger. On a comme l'impression que nous sommes en train... Permettez-moi, je ne suis pas monté, mais c'est des analyses fortes, je vous en prie. Je termine, parce que nous sommes tous concernés. Voilà. Nous vivons tous ce marasme économique depuis des lustres, et ce sont des beaux discours des politiciens. Nous sommes déjà particulièrement, on tend vers, comme on dit, à la période électorale. On va encore choisir des hommes politiques, des autorités qui doivent nous diriger. Mais on a comme l'impression que nous sommes toujours en train de tourner sur place. C'est-à-dire, nous sommes en train de... comment dire, autour du pot. Ce sont des déclarations que je fais. Pourquoi? Parce que on donne l'impression que les Congolais sont des naïfs et des gens qui ne comprennent pas. Nous ne tournons pas. On est fatigués.
On est fatigué, il faut aller dire ça aux dirigeants qu'on est fatigué de ce genre de déclarations. Il faut voir les choses du bon côté de l'histoire d'ailleurs. Il faut avoir l'œil bon aussi. La RDC s'élance vers la production. On prend le 7e point. Vous savez, la dégradation même de cette fichier économique était promis de devenir de plus en plus mondiale. En France, il y a flambé des prix. Il faut voir comment ça se passe ailleurs. Le maïs de Cameroun sont où? Le maïs de Cameroun sont où? Mais nous sommes allés pour aller pallier à une situation qui était devenue une pénurie au Canada. Ils sont où ce maïs-là? Il ne faut pas toujours s'attendre à ce que nous puissions exporter. Dites-vous que quand ce Cameroun va financer... Parlons bien. Le Cameroun est allé acheter le maïs. Ils sont où ce maïs-là? Ça, c'est la question. Il est allé négocier pour que les importateurs congolais bénéficient ces maïs avec on prend le 7e point. Merci. Pas aller chercher pour que Cameroun vienne avec des tonnes de maïs derrière sa délégation. Non. Nous devons privilégier la production. On part dans le Congo central. On a intercepté le chef de file Mobondo. Image de commentaire. Après être appréhendé et arrêté depuis le 31 juillet 2023 au village Kimakundu, secteur de Lula-Lumene, dans le territoire de Kimvula, c'est le jeudi 10 août dernier que le chef des files du groupe Mobondo, René Bilumbu, a été présenté au gouverneur du Congo central, Dr Guibando Dogidi, devant l'esplanade du gouvernorat de province au centre-ville de Matadi. Le gouverneur de province, qui avait autrefois demandé il y a quelques semaines, par le truchement du Conseil provincial de sécurité, le déploiement des éléments des FARDC et des services de renseignement de l'armée dans le but d'empêcher les incursions de la milice Mobondo dans le Kimvula et de neutraliser leur chef René Bilumbu, a félicité les vaillants militaires de FARDC de la 12e région militaire du Congo central ainsi que leurs services de renseignement pour la réussite de leur mission. Je suis heureux que aujourd'hui les efforts de nos forces armées aient abouti à mettre la main sur celui qui créait la terreur au niveau de Kimvula. Plusieurs villages ont dû se vider et je pense qu'avec cette opération et le fait que l'armée a pu mettre la main sur celui qui était commanditaire de toutes ces exactions, ça va rassurer notre population de sorte qu'elle puisse regagner son lieu de vie. Encore une fois, je voulais en général vous remercier pour cette belle prise, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est un message fort à pouvoir donner à nos amis et frères qui sèment la terreur que l'État reste l'État. La paix étant retrouvée grâce à l'implication de l'autorité provinciale qui a disponibilisé le moyen, la population de Kimvula est invitée à vaquer librement à ses occupations. En rappel, la période allant du mois de mai à juillet dernier, plusieurs cas d'exaction et de tueries commanditées par le phénomène Mobondo, mais aussi des actes de vandalisme mettant en péril la population ont été enregistrés dans le territoire enclavé de Kimvula. Présentement, la situation est sous contrôle. Au cours de la semaine, il y a eu explosion d'un véhicule citerne. C'était à Bypass et plusieurs dégâts matériels ont été dénombrés, même des pertes en vies humaines. Image de commentaire. C'est aux environs de 2h du matin de ce mardi 8 août 2023 qu'un camion citerne transportant les carburants en provenance de la province du Congo central a explosé au croisement des avenues Bypass et Parc Virunga dans son tronçon compris entre la station Triangle et Rond-Point Ngaba s'est déclenché en brûlant dans son allure les maisons commerciales et habitations logées sur la route Bypass aux environs de l'entrée du quartier Higini dans la commune de Lemba. Selon les témoins de l'événement, le chauffeur avait perdu le contrôle de son volant et en percutant un poteau de la SNEL et les intercelles du câble électrique a déclenché le feu. Notons que jusque-là, les bilans provisoires fait état de 5 morts et quelques dégâts matériels ont été signalés selon le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chekoko Mulumba, qui est descendu sous le lieu du sinistre en urgence pour s'enquérir de la situation. Voilà, c'était vraiment triste quand même pour nos marchands. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. D'ailleurs, on s'excuse, parce que bon, on était un peu plus monté sur la montagne.
tout à fait normal par rapport aux problèmes qui se posent dans la société. Vous êtes congolais, vous participez aussi à la vie active. Voilà. Donc, vous avez la parole. Cette dégradation du tissu économique impacte aussi votre famille. Bien sûr. Votre père de famille, je comprends. Mais vous devez expliquer aux Congolais que notre pays a une économie extravertie et que le gouvernement, à travers son ministre, le VPM de l'économie, se battent et que la politique qui a été mise en place est celle de pouvoir produire et non d'attendre tout ce que nous puissions importer. Nous devons maintenant exporter. Au lieu d'exporter toujours des minéraux, nous devons produire, nous lancer vers l'agriculture, créer des usines pour générer des devises en République du Congo. C'est grâce à cela que ça appuie la politique même du chef de l'État qui veut voir le bien-être des Congolais. Donc appuyez-vous et vos calmes, et aussi avec l'ensemble de tous les Congolais qui nous suivent, la situation va changer. Mais pour la situation de Mobondo, je félicite d'abord les services de sécurité du gouvernement Congo central. Je l'avais dit que le mouvement insurrectionnel Mobondo était en train d'effectuer un schéma visant à encercler la ville province de Kinshasa. Ils ont commencé dans les Maïndombe à Kwamont, ils ont traversé les Kwango, ils sont arrivés à Popokabaka pour atteindre le Congo central, mais heureusement, grâce à une politique de défense mise au point par les 4 provinces et aussi l'Assemblée nationale, Christian Bosso en avait fait son cheval de bataille pour éradiquer ces phénomènes. Mais à propos de cet incendie, nous en appelons à une responsabilité au sein du ministère des hydrocarbures. Ils doivent parler avec ces pétroliers pour effectuer, savoir comment effectuer ces transports. Les sécuriser derrière ces camions citernes qui créent des dégâts comme ça, nous en appelons, c'était d'ailleurs, on allait même décréter un deuil national. Mais ça passe inaperçu comme ça. Très bien. C'était des animaux qui étaient décédés. Voilà. C'est vraiment décevant et très triste. Très bien. Nous condamnons cet acte ignoble et creux. Voilà, merci beaucoup à Prince Kinana Selumbanza. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Convention pour la République et la démocratie, du président de l'Assemblée, Christophe Mbosso Koudiampouanga. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à toute l'équipe qui a été pilotée par Odile Wadio, Kouparbola, ainsi que Freddy Soumaïli, Tony Binda, ainsi que finalement Soulemboyo. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.